un duo de nations frissons, la Belgique et le Mexique, un champion en quête de rédemption, l'Allemagne au bord du précipice. Cette journée du 23 juin avait tous les ingrédients nécessaires pour illuminer un début de Coupe du Monde un peu maussade. Cette journée faisait une promesse qu'elle a tenue. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vos week-ends chargés à n'en pas douter ne vous ont pas privé des affiches d'hier qui étaient dans leur ensemble très plaisantes. La Belgique affrontait à 14h la Tunisie avec pour objectif de confirmer son entrée en matière très réussie contre le Panama. Même perspective pour les Mexicains qui après leur victoire surprise mais amplement méritée contre l'Allemagne lors de la première journée pouvaient prendre une grosse option sur la qualification face à des Coréens un peu impressionnants. La Mannschaft, elle, était au pied du mur et devait absolument se ressaisir face à de robustes Suédois. Et pour aller vite, les trois ont confirmé, la Belgique a étrillé la Tunisie 5-2 en livrant un récital de football de percussion, même si toutes les questions ne sont pas encore résolues. Le Mexique a réussi une prestation tout à fait aboutie contre la Corée du Sud, ne concédant la réduction du score que dans le temps additionnel, et surtout, après avoir joué la carte du contre la Mannschaft en triomphant dans une configuration tactique totalement différente, enfin, l'Allemagne a elle sauvé ses espoirs de qualification d'un superbe coup franc de Kroos à la dernière seconde et semble désormais très bien armée pour s'offrir au minimum la seconde place. Et alors si cette journée de Coupe du Monde a été un régal, peut-être la plus enthousiasmante pour l'instant, j'ai choisi de délaisser le match du Mexique et de concentrer mon attention sur les performances allemandes puis belges, et on passe tout de suite à mes enseignements. C'est parti. On commence par Allemagne-Suède, et alors dire que cette rencontre n'a pas été une partie de plaisir pour les hommes de Joachim Löw sonne clairement comme un euphémisme, ou plutôt comme une litote pour ceux qui ont passé leur bac de français récemment. En effet, dans leur registre traditionnel, un bloc très haut, un jeu de possession forcené dans les 30 mètres, les Allemands se sont créés un bon nombre de situations, mais comme il y a 5 jours, ils ont aussi concédé énormément d'espace brûlant dans leur dos. La titularisation de Rudiger pour pallier le forfait de Hummels n'était déjà pas un énorme gage de sérénité et le stopper de Chelsea a souvent été mis en difficulté, notamment via ses relances, mais en substituant Rudy à Khedira qui était sur le banc, ce même Rudy qui a dû être remplacé au bout d'une demi-heure de jeu suite à une fracture du nez, Joachim Löw s'est retrouvé avec une paire de milieux axiaux Kroos-Gundogan dont la lenteur et le penchant très modéré, on va dire, pour les tâches défensives, n'offraient pas une protection de premier plan à une charnière qui était elle-même assez hésitante. Et après avoir échappé de justesse à un penalty provoqué par Berg, c'est son compère Toivonen qui a ouvert le score. À la mi-temps, les Allemands étaient virtuellement éliminés de la Coupe du Monde. Mais le triomphe tactique tardif de Löw, c'est la sortie à la mi-temps de Draxler qui a très peu pesé, qui avait pris la place d'Özil laissé sur le banc pour faire entrer le point de fixation Mario Gomez. Et si l'apport de ce dernier n'a pas été non plus nettement couronné de succès, il a permis de faire basculer Timo Werner à gauche dans une position qui lui a permis de faire les différences par sa qualité de percussion, de faire les différences qu'il ne pouvait pas faire dans l'axe face à un bloc positionné aussi bas et qui laissait aussi peu d'espace dans son dos. D'ailleurs, c'est de Werner qu'est venue l'égalisation allemande au bout de 2 minutes de jeu seulement en seconde période, grâce à un centre repris par le genou de Reus qui était très en jambes également. Cette disposition a changé beaucoup de choses et prouve les réserves allemandes, mentales, physiques, mais même tout simplement de personnel, avec une profondeur de banc rare. D'ailleurs, si les prestations allemandes émettent leur lot d'interrogations et que cette entrée en matière poussive n'est pas un hasard, on peut leur accorder le fait qu'ils ont joué pour l'instant contre deux adversaires au bloc défensif très bas, verrouillant la profondeur et procédant essentiellement par contre. Assez impatiente jusqu'ici, la Mannschaft a répliqué en menant un assaut ininterrompu via du jeu de possession très agressif dans le dernier tiers, en contrepartie duquel ils délaissent leur moitié de terrain et sont donc vulnérables à la perte de balle. Mais contre une équipe qui leur laisserait pas 76% de possession, comme ça a été le cas hier, est-ce qu'on pourrait pas voir d'autres dynamiques, avec notamment un vrai accès à la profondeur pour les flèches Reus et Werner. D'ailleurs, il reste encore une journée à disputer, mais se profile vraisemblablement la perspective d'un Brésil-Allemagne en 8ème. L'affiche serait exceptionnelle, la revanche de 2014, mais sur le plan tactique, ce serait aussi l'occasion de voir les Allemands évoluer dans un registre très différent que jusqu'alors. Moi perso, je suis pour. Ok, on passe à mes tops.
Et s'il aurait pu figurer un temps dans mes flops, le clutch moment de Kroos lui assure une place à l'ombre. Son coup franc est une merveille, superbe effet qui permet de contourner le mur, placement exceptionnel du ballon dans une zone pas facile d'accès pour le gardien et combinaison très audacieuse avec Reus. Et je sais pas si celle-ci compte comme une passe décisive pour l'ailier de Dortmund, mais il a lui aussi ma place dans les tops grâce à son but égalisateur, mais aussi sa force de percussion. Replacé dans l'axe à la mi-temps, il a fait les différences que Draxler n'a pas pu faire et il contraste également avec un Müller peu en vue. Enfin, si la Suède a si longtemps cru tenir l'exploit, c'est surtout grâce aux prouesses de Robin Olsen. L'Albatros nordique a maintenu son équipe dans la partie à bout de bras. Malheureusement, il n'est peut-être pas tout à fait irréprochable sur l'ultime coup franc de Kroos. On passe au flop et Rudiger a été incontestablement mauvais. Relance mal assurée qui offre des opportunités de contre, pris dans son dos par des Suédois pas tout à fait supersoniques, il dévie également la pichenette de Toivonen juste assez pour l'Obeneuer, un match sans, et la Mannschaft espère sans doute retrouver Hummels très vite. Notons également que son camarade Boateng n'a pas été stellaire non plus, pas loin de concéder un penalty sur le contre mené par Berg à la 11e minute de jeu, il semble, avec l'âge, se jeter de plus en plus, comme en témoigne son tacle absolument pas maîtrisé qui lui vaut un second jaune en fin de partie. Enfin, une petite mention pour Draxler, un joueur que j'adore généralement, mais qui a fait bien trop peu de différence pour espérer un autre sort. Il a eu l'opportunité de briller dans ce rôle de 10, mais a gâché, remplacé donc par Gomez à la mi-temps. On passe au match des Diables Rouges qui, au-delà de son rythme très plaisant et sa teneur effusive, 7 buts, personne n'avait fait mieux, a aussi forcément livré son lot d'enseignements. Et le premier, c'est naturellement cette incroyable force de percussion belge qui s'était déjà traduite par une des victoires les plus nettes de la première journée contre le Panama et qui a récidivé hier après-midi contre des Tunisiens en souffrance. Et comment est-ce qu'on l'explique ? Globalement par le fait que le danger peut venir de partout et qu'il vient vite, surtout. Peu embarrassé par les principes de gestion et la maîtrise du tempo, la formation de Roberto Martinez se livre à des attaques ultra rapides, des courses hyper verticales, et si tout n'est pas parfait, ça marche quand même diablement bien. D'ailleurs, c'est intéressant de considérer que Martinez a été un peu chahuté, il me semble, mais je parle comme d'habitude sous votre contrôle les Belges, mais il me semble qu'il a été un peu chahuté pour avoir instauré un jeu de position à l'espagnol, et force est de constater que ses premiers matchs ont montré qu'il n'en était rien, les attaques belges sont très brèves et directes. D'ailleurs, rappelons qu'hier, la possession a été parfaitement équilibrée, 50-50, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on voit le score. Une autre analyse intéressante que je dois au formidable podcast Vue du banc, que je vous conseille vraiment très vivement, je vais vous mettre le lien dans la description, c'est génial. Mais donc une analyse que je leur dois, c'est que le jeu belge a significativement penché à droite hier, notable quand on sait que Hazard évolue à gauche, mais le fait qu'il occupe autant l'attention adverse libère des espaces de l'autre côté, des espaces dans lesquels s'est notamment engouffré Thomas Meunier, qui a été particulièrement en vue. Et c'est ça aussi la force des Belges, le danger peut venir d'absolument partout, et sur le plan offensif, cette équipe est superbe, rayonnante, moi je kiffe. Pour autant, et c'est mon deuxième et dernier enseignement, on est dans une logique bien binaire aujourd'hui, mais pour autant, il ne faut pas non plus faire preuve d'un excès d'optimisme, et il reste encore plusieurs questions à régler. La première, c'est est-ce que les Belges peuvent jouer différemment et est-ce qu'ils en ont besoin ? C'est des questions que seules des rencontres contre des adversaires plus huppés, de meilleure qualité et évoluant dans des registres tactiques différents pourront trancher. Et ça donne à rappeler qu'en affrontant le Panama puis la Tunisie, les Belges ont à mes yeux affronté 2 des 4 équipes les plus faibles de la compétition, le quatuor, donc Panama, Tunisie, Arabie Saoudite et Corée du Sud, et on peut peut-être même y ajouter l'Égypte sans Salah, mais donc tout ça pour dire qu'il faut rester mesuré. Surtout que se pose également la question de l'arrière-garde. Alderweireld a peu joué cette saison, Boyata est relativement inexpérimenté à ce niveau, Vertonghen est sans doute l'homme fort de ce trio, mais il doit occuper l'espace pour 2 que Carrasco n'est pas très enclin à protéger. De la même manière, le duo de milieu axiaux De Bruyne-Witsel est beaucoup plus performant offensivement que défensivement et constitue un rempart de piètre qualité. Donc pour toutes ces raisons, j'estime qu'il y a quand même un risque, pas très fort, mais un risque non négligeable, que cette équipe prenne l'eau à un moment donné contre un des cadors de la compétition. Mais cela dit, ce déséquilibre attaque-défense est quand même très attirant quand on voit la puissance de feu qu'il y a devant, et je pense que je peux dire sans risque de me tromper que je raterai pas un seul match des Diables Rouges cet été. Autre question en suspense, j'ai vu ce matin que la situation physique de Lukaku inquiétait, ce qui est une vraie situation quand on voit que Michy est très bon mais moins efficace. Et enfin, dernière interrogation et pas des moindres, est-ce que les Belges veulent vraiment cette première place du groupe ?
Parce qu'en apparence, il semblerait que la deuxième partie du tableau est quand même beaucoup plus enviable, avec un accès plus aisé au dernier carré, ce qui serait une performance tout à fait notable. J'ai lu des choses qui indiquaient que Roberto Martinez comptait considérablement faire tourner son effectif lors de la dernière journée contre l'Angleterre, c'est peut-être pas une mauvaise idée. On conclut par mes tops d'abord. Lukaku et Hazard pour leur doublé, toujours aussi fan des pénaltys d'Hazard perso, pénalty qui était absolument indiscutable au passage, et puis citons Meunier qui a fait de belles différences dans son couloir. En flop, on reconduit, comme contre l'Angleterre, le fantastique duo Maloul-Maloul, le défenseur a été catastrophique, l'entraîneur n'emmène pas large, et puis pour ne pas non plus trop accabler les Tunisiens qui ont offert une partie agréable en allant de l'avant et qui ont quelques vrais joueurs de qualité, j'ai réservé la dernière place de mon flop à Batshuayi. Très bon joueur à mes yeux, il est plus infortuné que mauvais hier, il marque un but et se crée une flopée d'occasions, mais je pense que sa progression passe par plus de réalisme, il faut qu'il devienne un tueur, et j'aime beaucoup Michi, alors qui aime bien châtie bien. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse. Alors quel match vous a le plus séduit entre celui de la Belgique, du Mexique et de l'Allemagne ? Et au programme d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? L'Angleterre a l'occasion de rejoindre les Belges en tête du groupe s'ils battent le Panama à 14h, et ça pourrait nous offrir une très belle dernière journée. Et on a d'autre part un choc des vainqueurs Japon-Sénégal, et un match déjà éliminatoire Pologne-Colombie. On va kiffer. Bon voilà, comme d'habitude, je file monter tout ça, je prédis une publication vers 13-14h, alors je vous dis à demain, bisous.